Bonjour et bienvenue en ce point de situation sur l'invasion russe de l'Ukraine, une vidéo qui est tournée le 14 juillet et qui fera donc le point sur les faits marquants des 6 dernières semaines, avec évidemment l'avancée russe qui est toujours aussi fastidieuse, mais qui aboutit enfin à la prise de Severodonetsk, les victoires ukrainiennes dans la mer Noire et la contre-offensive ukrainienne vers Kherson qui est en cours. On fera aussi un point sur les matériels avec l'arrivée massive de nouveaux équipements en faveur de l'Ukraine, ce qui commence à avoir un effet stratégique notamment grâce aux missiles longue portée HIMARS. On fera également le bilan des destructions et les estimations des pertes dans les deux camps. On commence par les pertes qui sont documentées. Vous voyez ici les pertes russes qui sont toujours très supérieures à celles de l'Ukraine. On a ces deux graphiques qui sont vraiment le cumul total de toutes les pertes prouvées, documentées, pour lesquelles on a des photos, des preuves disponibles, diffusées par les deux protagonistes, ou alors par la population, ou alors les soldats. Ça donne également les grandes tendances et il transparaît les efforts qu'on a dans les deux camps. Donc on distingue particulièrement les offensives russes qui sont coûteuses en matériel et en vie, qu'elles soient victorieuses ou pas. On a par exemple les très grosses pertes qu'on avait sur le début de la guerre, notamment dans le nord pour les Russes, qui fait que les Russes se sont retirés et ont renoncé à essayer de prendre Kiev. On a également ensuite les grandes offensives ratées dans le Donbass dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. On voit ensuite une réduction des offensives avant les nouveaux assauts des dernières semaines qui ont mené du coup à cette prise de Severodonetsk dont on va parler. On va quand même faire le tour global des théâtres d'opération comme d'habitude en commençant par le sud-ouest avec l'axe Kherson-Mykolaiv. Pour rappel, les Russes visaient évidemment de prendre Odessa pour accéder à la Transnistrie dans laquelle il y a une zone séparatiste pro-russe. Pour ça, ils ont essayé de prendre Mykolaiv, ils n'ont pas réussi, du coup ils ont contourné la ville et ils sont remontés très au nord, mais il y avait une grosse résistance ukrainienne dans la région, et donc ils ont dû abandonner cette zone. Les Ukrainiens ont repris beaucoup de territoire progressivement, les Russes ont été chassés de la zone jusqu'à arriver à mi-chemin entre Kherson et Mykolaiv, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Et bien ça continue. L'Ukraine a réussi à maintenir la tête de pont qui avait été réalisée au sud-est de la rivière à Davydiv-Brid. Au nord, ils ont avancé et repris des villages ainsi que la ville de Vysokopilia. À l'extrême sud, ils ont repris une dizaine de villages à l'embouchure du Boug oriental, mais au global, dans cette zone, il y a une demande officielle de ne pas parler, de ne pas donner d'informations, pour ne pas informer les Russes, car a priori, la contre-offensive dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, qui était prévue à la mi-juillet, a lieu dans le sud, a lieu dans cette région. Du coup, c'est ici que ça attaque, et on a beaucoup de preuves, notamment par les satellites. Vous savez que ces satellites qui captent la chaleur, qui sont faits également pour voir les feux de forêt, ils sont détournés de leur utilisation principale initiale, pour pouvoir voir où est-ce que ça brûle. Et ça permet de constater en tout cas qu'il y a beaucoup d'explosions qui sont derrière ce qu'on connaît, ce qu'on croit être la ligne de front. Donc est-ce que les Ukrainiens auraient réussi à avancer au-delà de ce qu'on connaît de la ligne de front? On sait en tout cas que les avancées sont importantes puisqu'on a des soldats ukrainiens qui se trouvent maintenant à 1 km seulement des faubourgs de Kherson. En tout cas, ces incendies, ils sont la preuve de combats ou alors de feux qui sont réalisés dans les champs, et on sait que les Russes essayent de détruire les cultures, et d'ailleurs on a même des agriculteurs qui essayent de récolter leurs champs avant que les incendies aient tout ravagé. Donc on sait qu'il y a une volonté russe, encore une fois, de détruire les cultures en Ukraine. Du côté des images de combat, il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a des images qui sont filmées par drone, par exemple ici sur des blindés. On a toujours ces combats avec les ATGM, donc les anti-tank guided missiles. On a de l'artillerie des deux côtés. Il y en a quelques images aériennes avec des avions qui volent, avec quelques hélicoptères également, du côté ukrainien et également du côté russe. Si on s'éloigne un petit peu du front et qu'on regarde dans la zone occupée, on a beaucoup de partisans qui se battent, avec par exemple des soldats russes qui sont enlevés directement pendant leur patrouille de nuit, également des attaques de checkpoint, ici ils font brûler un char, et on a clairement une intensification des actions de résistance ukrainienne qui sont notables à partir du 10 juillet, certainement que cette offensive est préparée par la résistance qui est évidemment restée sur le territoire occupé. On avait dit que l'Ukraine devait recevoir des HIMARS, ces missiles qui sont des MLRS de longue portée, de haute précision, qui ont une portée supérieure à 70 km, et en fait ils ont été répartis sur la totalité du territoire ukrainien. Ils ont surtout visé des centres de commandement, mais aussi et principalement des dépôts de munitions dans cette première phase, et on sait qu'il y en a au moins 16 qui ont été détruits. Dans la zone des Kherson, on a notamment le dépôt de Novakhavkovka, qui a explosé le 12 juillet, et a priori c'est la plus forte explosion d'un dépôt qui est recensée depuis le début de la guerre. Les images sont absolument dantesques, on a des centaines de missiles et plus de 1000 tonnes de munitions, ainsi que plusieurs dizaines de véhicules qui ont été détruits. Vous voyez ici les images satellites des dégâts,
et également des images qui ont été filmées au sol après l'explosion. Et c'est assez cocasse parce que les Russes prétendaient simplement que c'était l'explosion d'un stock de salpêtre, donc on voit très clairement que ce sont des stocks de munitions qui explosent. Et ce n'était que le début, puisque ça a continué. La nuit suivante, dans la nuit du 13 juillet, il y a eu encore 5 dépôts qui ont été touchés dans la région. Aujourd'hui, le 14 juillet, il y a encore des dépôts qui explosent 2 jours, donc vraiment, c'est particulièrement visé. Depuis qu'il y a ces explosions qui se multiplient, on voit aussi des convois logistiques qui sont de plus en plus nombreux. Par exemple, celui-ci qui est entre Melitopol et Kherson. Mais très clairement, l'entrée en action des HIMARS, elle est faite pour empêcher les capacités de combat de l'artillerie russe. Et donc ça attaque les dépôts de munitions, mais également les centres logistiques. Par exemple, ce hub ferroviaire qui se trouve dans le Donbass, à Donetsk. Pour faire face à ces avancées ukrainiennes dans la région, les Russes ont exigé la mobilisation générale de la population en Crimée, comme quoi la Crimée n'est pas réellement considérée comme faisant partie prenante de la Russie. Là-bas, ils peuvent quand même servir de char à canon. Donc là, ils ont levé en masse toute la population, contrairement au reste de la Russie. En tout cas, sur le front sud, si on regarde un petit peu plus à l'est, on voit exactement les mêmes deux phénomènes, c'est-à-dire qu'on a les HIMARS qui tapent et on a ces petites avancées. Pour les HIMARS, là, clairement, ils les mettent en avant, ils les présentent dans les vidéos. On voit que ce sont des appareils qui sont très mobiles, qui peuvent s'arrêter au bord de la route. Ils tirent très rapidement leurs missiles sur des positions qui sont préprogrammées, GPS, et ils repartent en quelques minutes, c'est-à-dire qu'ils sont impossibles à être détruits pour les contre-batteries russes ou pour les missiles russes qui n'ont pas cette portée ni cette précision. L'objectif des HIMARS pour l'instant, il est toujours clairement stratégique. Ici, ils ont visé la base russe qui était sur l'aéroport de Melitopol. Ça a brûlé pendant plusieurs jours, c'était visible depuis des kilomètres à la ronde. Et donc tout ça, ça s'ajoute au harcèlement qui est toujours réalisé par des petits drones, et c'est pour ça qu'on a ces petites avancées successives, même si on ne voit pas réellement, on n'a pas l'impression en tout cas qu'il y a réellement de combat de chars. Sur les arrières de la zone, par exemple au sud de Melitopol, on a une résistance qui est tellement forte que les autorités d'occupation russes sont très fréquemment visées, il y a des attentats contre eux, et on a même des zones entières qui ne sont même plus considérées comme maîtrisées par la Russie, et certaines cartes, je dis ici, c'est de nouveau les Ukrainiens qui font la loi, parce que la résistance est trop forte. Du côté russe, notamment pour la communication, ils mettent toujours en avant des tirs d'artillerie. Ici, on voit ces tirs de MLRS, mais on a rarement les preuves de leur efficacité. C'est-à-dire qu'on ne partage pas la vue des impacts, parce qu'on sait que les MLRS ont une dispersion très importante, comme on peut le voir ici. Et à noter que les Russes font aussi maintenant des petits largages par drone dans la région, et la précision semble enfin s'être améliorée, même si dans le cas qu'on voit ici, les soldats ukrainiens visés sont encore en vie après l'impact. Et de telles images sont objectivement rares du côté russe, alors qu'on en a plusieurs, je ne vais pas dire des dizaines, mais on en a vraiment chaque jour sur tous les fronts du côté ukrainien. Ici, ce sont des petits bombardements de nuit qui sont faits par le 503e bataillon séparé de marine. On voit qu'ils attaquent des centres logistiques, des camions, et ici ils ont même un gros coup de bol puisqu'ils arrivent à tomber pile dans la porte d'accès de ce T-62 russe. La plus grosse progression de la région sur le front sud-est, elle se trouve quand même dans l'oblast de Donetsk, au sud de la ville de Vuhledar, avec plus de 300 km² qui ont été repris aux Russes, alors que le front stagnait jusqu'à là sur la rivière Kashlagach. Les Ukrainiens ont beaucoup avancé, comme vous pouvez le voir, et du côté russe, du coup, ils montrent juste, encore une fois, leur artillerie qui tire. Ici, on voit des 2S3, et on voit également le déploiement de canons anti-drones que porte ce soldat de la DNR, parce que des deux camps, maintenant, ils ont aussi des sortes de canons anti-drones électromagnétiques qui permettent de les détruire à longue distance. On sait que c'est efficace du côté ukrainien, on ne sait pas exactement quel type de matériel ont les Russes, mais en tout cas, maintenant, ils ont de quoi se défendre. Si on reste au sud, et même encore plus au sud, si on regarde dans la mer Noire, j'avais évoqué la reprise des attaques ukrainiennes sur l'île aux serpents dans la dernière vidéo, et ça a continué. Le 17 juin, on a le remorqueur ravitailleur de 1600 tonnes, le Vasily Bey, qui a été coulé par 2 missiles antinavires d'origine britannique, les Harpoon. Le 20 juin, l'Ukraine a bombardé l'île avec des MLRS. Fin juin, il y a des images de bombardement et de destruction de matériel russe, mais qui sont plus seulement réalisées à la roquette et aux missiles, qui peuvent éventuellement être interceptés par les systèmes de défense aérienne russes qui sont présents sur l'île, mais c'est directement des systèmes d'artillerie ukrainiens, notamment le plus moderne qui s'appelle le 2S-22 Bogdana, qui est très proche du César, à tel point qu'on pense qu'il y a une collaboration avec les Français qui a commencé en 2014 à l'époque pour pouvoir le développer.
Et donc ce binôme entre les drones Bayraktar TB2 qui permettent de cibler et qui permettent d'améliorer la précision du Bogdanab, parce que lui par contre il n'a pas la capacité de ciblage GPS, il faut quand même qu'il cible et qu'il s'organise et qu'il petit à petit il s'approche de son objectif, mais par contre il a une portée qui est au-delà de 40 km comme le César. Et tout ça, évidemment, les Russes ne pouvaient pas se défendre puisqu'ils n'ont pas de système d'artillerie. De toute façon, ils n'ont pas qui tirent aussi loin, mais ils n'avaient pas de contre-batterie, ils n'avaient pas de missiles pour être capables de tirer suffisamment rapidement. Et donc, ça a amené les Russes à abandonner l'île fin juin, ce qui est une belle victoire pour les Ukrainiens. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente de l'importance vitale de cette île, puisque celui qui la maîtrise en fait la capacité de l'Ukraine à sortir dans les eaux internationales, puisque les eaux territoriales de l'île des Serpents va jusqu'aux eaux territoriales de la Crimée. Donc si la Russie l'avait maîtrisée, les Ukrainiens n'étaient plus capables de sortir vers les eaux internationales, et donc évidemment ça aurait été un gros problème. Là c'est une victoire à court terme, ça ne change absolument rien évidemment au conflit. Par contre sur le long terme, pour l'exploitation des ressources, a priori il y a beaucoup d'hydrocarbures, la pêche également, et puis du coup pour le commerce c'est très important pour les Ukrainiens. En tout cas, les Russes, non seulement ils ont dû abandonner l'île, mais ils se sont également largement éloignés, parce que leur marine a perdu toujours son navire amiral sur lequel il y avait des systèmes de défense aériens. C'est le navire, le Moskva, qui était censé défendre tous les autres. Donc les Russes ont placé des sortes de systèmes de défense aérien terrestre et qu'ils ont accrochés comme ça, vous voyez, avec des sangles pour essayer de tenir. C'est pas totalement convaincant, donc ils ont que ça. Et du coup, ils se sont éloignés, d'autant plus qu'il y a les fameux missiles Neptune ukrainiens qui avaient permis de détruire le Moskva, mais en plus il y a des missiles Harpoon, et maintenant la France a aussi fourni des missiles Exocet dont on connaît l'efficacité. Le dernier point, c'est également l'arrivée des drones Malloy T-150 qui peuvent lancer des torpilles, et donc quand même une capacité de détruire des sous-marins, et donc logiquement, les Russes ne peuvent plus rester dans la zone s'ils ne peuvent pas perdre des gros matériels encore une fois. La conséquence du départ des Russes de la région, c'est évidemment que les Ukrainiens sont capables de nouveau de livrer du blé, et on peut le voir ici, même si c'est en mode dégradé, il y a des bateaux qui arrivent à accéder au Danube, on voit ce gros embouteillage de bateaux qui est plein de grains ukrainiens, qui est visible sur le site Marine Traffic, sur lequel on peut suivre du coup les bateaux du monde entier. Plus à l'est, toujours dans le côté maritime, sur la mer d'Azov, il y a eu la destruction du navire russe de la classe Akula sur une mine à Mariupol. Et encore plus à l'est, là c'est plutôt les Ukrainiens qui laissent penser qu'ils souhaiteraient détruire le pont qui est sur le détroit de Kertch, qui relie du coup la Crimée et la Russie. Notamment, ils ont partagé les plans de la conception du pont qu'ils avaient réussi à pirater. Et du coup, les Russes s'inquiètent beaucoup et ils font des exercices d'enfumage pour éviter une attaque. Je vous rappelle que les Ukrainiens ont réussi à faire une attaque à plus de 160 km derrière la ligne de front grâce à un drone civil Mujin 5 qui avait été détourné de son emploi original, qui est souvent utilisé d'ailleurs par les trafiquants de drogue, qui peut transporter 20 à 25 kg de matériel, et là en l'occurrence, ils avaient mis des explosifs. Ils avaient visé la plus grande raffinerie de tout le sud de la Russie, et donc ils avaient réussi à s'abattre dessus avec ce drone du coup civil qui est utilisé en tant que drone kamikaze, alors qu'il peut voler pendant plus de 7 heures. Et du coup, il y a beaucoup de défense aérienne qui a été déployée sur la zone. La dernière possibilité pour les Ukrainiens, s'ils veulent détruire ce pont, c'est s'ils arrivent enfin à obtenir les missiles de 300 km de portée que les Américains hésitent à leur fournir. Dans ce cas-là, ils pourraient détruire le pont, et objectivement, les Russes jusqu'à maintenant, ils n'ont pas montré qu'ils étaient capables d'intercepter ces missiles HIMARS, donc a priori, ils pourraient le détruire. Si on passe maintenant dans le front Est, dans le Donbass, ça y est, comme annoncé dans la vidéo précédente, et après des mois, 3 mois de bombardements et de combats, la ville de Severodonetsk a été prise le 24 juin, donc avec 2 semaines de retard sur l'échéance qui avait été imposée par Poutine, et je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc les Ukrainiens ont tenu beaucoup plus longtemps qu'attendu, et cette deuxième prise de la ville par les Russes a été un deuxième calvaire. Même les images partagées par les Russes, on voit énormément de destruction. Cela veut dire maintenant que l'ensemble de l'oblast, le Louhansk, est occupé par la Russie, et que la Russie a réussi à prendre 2 des 4 grandes villes qui lui manquaient dans le Donbass, après Mariupol, et donc il reste encore Kramatorsk et Slovyansk. Et c'est étonnant dans les combats, quand on regarde toutes ces images, c'est la disparition de toutes les images maîtrisées par les Russes. C'est-à-dire qu'on n'a plus de combats, on n'a plus de bombardements aveugles ou de villes détruites comme avant. Maintenant, la guerre, elle est propre.
On voit des pièces d'artillerie Hyacinthe qui ont été a priori très utilisées, qui bombardent la ville depuis 3 mois, mais on les voit en train de tirer. On a quelques bombardements aux alentours de la ville. Ici, par exemple, c'est du MLRS qui tape surtout dans les champs, mais a priori, il ne fait pas de destruction d'habitation. Et dans cette deuxième vidéo, c'est un dépôt ukrainien qui est touché par une munition guidée. Donc on sent la volonté russe de donner l'impression qu'il y a des faibles destructions. Ils sont plus comme avant à partager des images comme celles que je vous avais présentées, où on a des villes qui sont entièrement détruites, y compris sur les images qui sont fournies par les Russes. Du coup, les images des combats réels viennent plutôt des Ukrainiens, et on remarque que les Ukrainiens, dans la zone, ont quasi uniquement du matériel d'origine soviétique, c'est-à-dire qu'ils ne risquent pas le matériel moderne dans ce saillant du Donbass. On voit beaucoup de combats urbains, on voit ici un T-90 qui est détruit par un javelin. Les combats à la première personne sont encore une fois ukrainiens, on voit ici par exemple du combat maison par maison, là on est avec des volontaires de la Légion internationale. Ici, ce sont des soldats qui combattent dans la zone autour de l'usine d'Azot, dans laquelle ils étaient retranchés, et donc on a très clairement une différence de communication. On a cette volonté russe de présenter la guerre comme étant facile, comme étant technologique, avec le partage de destruction militaire ukrainienne, même si finalement il n'y en a quand même pas tellement. Donc ici par exemple on voit un T-64 ukrainien qui est en feu, et donc ils veulent vraiment donner l'impression que les villes conquises ne sont pas détruites, alors qu'au contraire les Ukrainiens montrent l'étendue des combats, et ils soulignent les bombardements russes qui se font objectivement toujours à l'aveugle. Dans les faits, cependant, en dehors des images qui sont diffusées volontairement par les protagonistes, on a les images des Russes qui sont donc non maîtrisées, qui sont partagées par leurs soldats, qui disent eux-mêmes « bon, on s'est un petit peu lâché ici ». D'ailleurs, au passage, je vous laisse admirer la fraîcheur de ce soldat russe. Il fait certainement le travail, mais bon, ça donne pas vraiment une bonne impression. Severodonetsk, aujourd'hui, c'est un champ de ruines. C'est une ville qui faisait 100 000 habitants avant la guerre. Il y en a 85 000 qui avaient pu évacuer vers des zones qui sont contrôlées par l'armée ukrainienne. Et donc, beaucoup de ceux qui sont restés sont malheureusement morts sous les obus russes. Mais d'une manière générale, du coup, la ville est totalement inhabitée, les gens n'y retourneront pas vivre une fois qu'elle sera occupée par la Russie. Malgré la volonté russe, qui est compréhensible de vouloir montrer un grand nombre de pertes côté ukrainien, finalement il y a quand même peu de matériel qui est présenté. Donc ça confirme ce que disent les Ukrainiens, c'est qu'il y a quand même eu un repli en bonne ordre qui a été préparé, et donc les pertes ukrainiennes, on voit par exemple des véhicules qui sont déjà dans cette ferraille, donc qui sont déjà cassés, on voit des véhicules et des blindés qui sont hors service, qui sont parqués ici, principalement des camions, et dans les images non maîtrisées, on a ici des Russes qui détruisent un S-300 ukrainien qui est non fonctionnel. On voit que c'est une façon de faire qui est pas très maligne de tirer comme ça à très courte portée, et donc on craignait réellement d'avoir des milliers de soldats ukrainiens qui seraient pris au piège dans Severodonetsk, et il n'en est rien. Ils ont pu se retirer sans que les Russes ne puissent créer le chaudron comme ils l'avaient annoncé, comme ils faisaient craindre jusque-là. Et donc, après la prise de Severodonetsk, les Ukrainiens ont abandonné la ville jumelle de Lysychansk, et d'après ce que l'on comprend, le retrait ukrainien de Severodonetsk a été couvert par l'artillerie présente en hauteur à Lysychansk, puis le retrait de Lysychansk a été protégé, notamment par la 80e brigade d'assaut aérienne qui avait préparé de nombreux pièges. Et donc ils partagent toutes ces images de destruction de tanks russes. Ici, c'est avec des ATGM. Dans cette vidéo, c'est avec un Stugnapé. Ici, avec un Javelin. Et on a beaucoup d'images. Donc c'est vraiment du combat rapproché au corps à corps. C'est cette fameuse guerre d'attrition qui avait donné ces si bons résultats également dans le nord contre Kiev. On voit également qu'ils minent les accès pour empêcher les Russes de les poursuivre. C'est ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo. Même une armée qui est en recul peut toujours faire énormément de dégâts, et l'armée qui attaque, l'armée qui avance, même quand elle a des succès, logiquement, elle perd plus de troupes que l'armée qui se retire en bon ordre. Donc dans cet exemple, on a un MBT russe qui saute sur une mine, puis qui est terminé au lance-grenade, donc il continue à organiser ses embuscades avec l'aide de leurs drones. Ici, on voit d'ailleurs accessoirement que c'est un drone DJI et qu'il ne capte aucun GPS, donc certainement qu'il y a un brouillage qui est réalisé par les Russes. Dans cette vidéo, ce sont carrément 4 tanks qui ont été détruits sur des mines. Les Ukrainiens revendiquaient d'avoir détruit 30 chars sur la journée qui a suivi leur retrait de la zone. Ça semblait très élevé, surtout pour un retrait, mais avec un peu de recul, et vu les images qui sont maintenant partagées quelques jours plus tard, finalement ce chiffre, il semble tout à fait possible. Je vous avais expliqué la dernière fois, les Ukrainiens sont dans une guerre d'attrition. C'est-à-dire que l'assaillant perd nécessairement plus de force que le défenseur. L'objectif des Ukrainiens, c'est d'infliger un maximum de pertes aux Russes, même s'ils sont obligés de reculer au final.
Leur objectif, c'est de sauver les forces, leurs propres forces, tout en détruisant un maximum du potentiel russe, jusqu'au moment où ils seraient en surnombre grâce aux équipements qui sont fournis par leurs alliés et à la mobilisation générale qui sont décrétées quand même maintenant depuis 3 mois, avec tous ces soldats qui s'entraînent. Et l'Ukraine annonce d'avoir une armée d'1 million d'hommes, ça paraît beaucoup, ils sont certainement pas tous entraînés, équipés et disponibles pour le combat. Et en plus, ils sont quand même répartis sur la totalité du territoire, face à la Biélorussie, face à la Russie, ils sont partout, au cas où il y aura encore des offensives. La Russie, de son côté, elle a quand même mobilisé quasiment la moitié de ses forces ukrainiennes dans le Donbass, en incluant les forces supplétives, les Tchétchènes, les habitants des zones séparatistes qui ont, eux, une mobilisation générale. Tout ça pour prendre Severodonetsk après 3 mois de bombardement continu. Donc c'est pas, objectivement, pas très glorieux. Et c'est aussi cet effort dans le Donbass qui impose à la Russie de réduire ses capacités de combat dans les autres fronts, et c'est pour ça qu'on voit l'Ukraine avancer, notamment vers Kherson, et le sud, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Côté bilan, on parle de pertes qui sont absolument gigantesques. Les Ukrainiens, ils ont au-delà de 200-300 morts par jour dans cette bataille de Severodonetsk, et certainement 2 fois plus de blessés, même si on sait que les 3/4 retournent au combat, ça fait quand même 1000 hommes par jour qui sont indisponibles, 200 à 300 morts, et 600 qui vont être blessés. Du côté matériel, les pertes sont certainement également importantes, même si les Russes finalement ne présentent que très peu d'éléments. Je vous ai montré la casse tout à l'heure. Ici, c'est une longue lignée de tanks et de véhicules ukrainiens qui sont à Lysychansk, en mettant des petits panneaux explicatifs dessus, comme si c'était un petit musée. Et là aussi, on voit qu'ils sont uniquement du matériel dépassé. On voit des BMP-2 avec leurs petits canons de 30 mm, on voit des T-64 avec leurs canons de 115 ou de 125 mm, donc les calibres soviétiques pour lesquels les Ukrainiens commencent à manquer de munitions, donc on peut supposer que ces matériels ne sont plus vraiment précieux. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est les seuls qui étaient dans ce saillant pour se battre, et dans le cadre d'un changement global de munitions en faveur des munitions au format occidental, donc c'est pas forcément grave de perdre des matériels de ce type-là. Ça confirme quand même que le saillant n'avait pas les équipements modernes occidentaux, notamment il n'y avait pas de défense aérienne lourde type S-300, parce que tout simplement, dans la totalité du saillant, les risques sont trop élevés de se faire détruire, puisque la totalité du matériel, des hommes, des routes, était à portée de tir de la part de l'artillerie. Mais maintenant que le front va être plus aplati, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette profondeur, a priori, l'ensemble du front pourra être ciblé par l'armement de précision, dont les Césars, qui sont dans la région de Kramatorsk, dont les M777 dont on a parlé, mais également désormais les PZH-2000 allemands, dont on a les premières images au combat. On voit également les conséquences de ces tirs sur ici la totalité d'un groupe d'artillerie russe qui a été détruit. Typiquement, ce type d'image, on n'a absolument pas ça du côté russe. Des destructions totales de tout un ensemble d'artillerie, c'est vraiment spécifique de ce que peuvent partager les Ukrainiens grâce au matériel de grande précision et grâce aux drones qui permettent d'améliorer, encore une fois, le ciblage. Pour tout ce qui est protection de ces matériels de haute qualité, vous voyez ici que, accessoirement, ça tire, mais en plus, à côté, il y a des protections avec des manpads pour taper sur les drones, et notamment avec les Starstreak qui ont leur guidage laser, du coup, qui ne peut pas être brouillé et qui peut même intercepter même les petits drones. En tout cas, le bilan, c'est que chaque semaine, l'avancée russe est de plus en plus faible, et en ce moment, elle est presque compensée par l'avancée ukrainienne. Fin mai, vous vous souvenez, la Russie avait occupé 20% du territoire ukrainien. Aujourd'hui, on est à seulement 20,4%. Donc on est vraiment très loin des avancées spectaculaires qu'on avait sur le début de la guerre, quand même, parce que les Russes possèdent déjà 6% avant la guerre. Ils sont montés assez rapidement à 16-18% dans les toutes premières semaines. Là maintenant, on passe de 20 à 20,4% en 1 mois et demi de combat intense. On n'est pas sur une avancée, on n'est pas sur un effondrement de l'armée ukrainienne tel que les Russes essaient de le faire passer dans leur propagande. Ça tient quand même relativement bien et ça avance toujours moins du côté russe chaque semaine. Si on prend maintenant un petit peu de recul, toujours dans la zone, on voit que les HIMARS sont également disponibles, on voit qu'ils tapent des centres de commandement. Ici, il y a des dizaines d'officiers qui ont été détruits. On a également des dépôts de munitions, dont un qui interpelle, c'est celui qui se trouvait à Snizhne, qui est plus de 80 km derrière la ligne de front. Donc la portée est plus forte qu'avec un HIMARS, donc d'autant plus que les HIMARS vont pas directement en première ligne. Donc il y a deux options. Soit l'Ukraine a déjà reçu des missiles à plus longue portée, notamment ceux qui peuvent aller jusqu'à 300 km, même si on en doute, puisque a priori il y a encore des discussions, soit c'est encore une fois un drone civil type Mujin 5 qui aurait réussi à tirer à cette distance, mais voilà, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils ont réussi. En tout cas, les destructions de dépôts de munitions ont un effet assez spectaculaire. Elles sont en nombre, il y en a beaucoup, mais vous pouvez ici voir l'effet sur le bombardement que les Russes sont capables de faire,
À gauche, vous avez les bombardements réalisés le 8 juillet. À droite, c'est les bombardements le 12 juillet dans la région. Et encore une fois, ce sont des images qui sont captées à partir des sources de chaleur et donc captées par satellite. À noter également, et ça c'est très récent à partir du 12 juillet, le ciblage spécifique des systèmes de défense aériens russes par les HIMARS, et qui sont confirmés également par des sources russes, donc peut-être que la signification, ce serait une préparation du retour des drones TB2 par exemple, et de la chasse ukrainienne dans la zone, et on sait que la chasse ukrainienne monte en puissance grâce à toutes les livraisons. Si on continue plus au nord, et qu'on rejoint du coup la zone de Louhansk-Kharkiv, puisque l'oblast de Kharkiv est pris jusqu'à une partie qui touche Louhansk, c'est un front qui est continu, les bombardements continuent de part et d'autre. On a toujours les Russes qui tirent au MLRS. Ici, ils ont réussi à partager quelques images de M777 qui ont été détruits, même si au total, les Russes n'ont pu prouver que 5 destructions, alors qu'il y en a plus d'une centaine qui ont été livrées par les États-Unis et l'Australie principalement, avec plus de 300 000 obus qui sont arrivés sur le terrain, et on sait qu'il y en a déjà un tiers qui ont été tirés. Mais comme c'est du format OTAN, là, a priori, il n'y a pas de souci au niveau des stocks. Du côté ukrainien, c'est toujours le contraire. Ils diffusent beaucoup d'images des impacts de précision filmés par les drones. Par exemple, ici, on a 3 MLRS russes sur les 4 présents dans ce champ qui vont être détruits par des M777. L'intérêt, c'est que avec ces obus de précision, il suffit d'en tirer 4 pour détruire 3 systèmes. Donc c'est beaucoup plus efficace que les Russes qui doivent réellement en tirer des dizaines et des dizaines. Je vous avais montré ça la dernière fois pour réussir à toucher un objectif. Là aussi, comme sur chaque front, même dans le nord, il y a ces dépôts de munitions avec ces images hallucinantes qui sont directement partagées par les Russes. Et cette fois, l'explosion est la conséquence d'un bombardement ukrainien à base de missiles Tochka-U. Dans la région de Kharkiv, donc plutôt au nord, du côté de la frontière, on craignait un retour des Russes puisqu'ils avaient commencé des bombardements. On pensait qu'ils préparaient une nouvelle offensive, mais finalement cette offensive, elle s'est effondrée et on a eu cette histoire avec 200 déserteurs russes qui se sont réfugiés dans les bois pendant plusieurs jours, qui avaient essayé d'éviter à la fois l'armée ukrainienne et l'armée russe. Donc on a du coup aucune vraie évolution sur ce front du côté de la frontière nord. L'Ukraine a repris quelques petits villages, mais globalement, il y a beaucoup de combats, pas aussi intenses que dans les autres zones, il y a beaucoup de pertes malheureusement, sans qu'il y ait d'évolution décisive majeure dans un camp ou dans l'autre. La défense aérienne russe, par contre, de son côté, elle dit avoir abattu 4 Sukhoi 25 ukrainiens sur la période, mais encore une fois, il n'y a pas de preuves, et les Ukrainiens, de leur côté, ils ont de plus en plus de Sukhoi 25 qui volent, donc on peut se poser la question de la réalité de ces destructions. Sur le reste du pays, il y a pas grand chose de notable, évidemment maintenant ça fait plusieurs mois que les avions de chasse russes n'ont plus la capacité d'entrer sur le territoire ukrainien parce que la défense aérienne elle est efficace, donc ce succès pour les Ukrainiens c'est la no-fly zone qu'ils demandaient depuis le début, ils demandaient une intervention de leurs alliés pour éviter qu'il y ait des survols de la part des Russes. Aujourd'hui, de facto c'est une réalité, les Russes ne peuvent plus entrer sur l'espace aérien ukrainien. Donc du côté aéronautique, on voit une nette réduction de la quantité des images qui sont partagées, notamment des images de combat. Du côté russe, il n'y a aucune vidéo de leurs actions, à part des missiles qui sont tirés de loin, par exemple pour le Sukhoi 35. On n'a plus d'images de Sukhoi 30, on a uniquement quelques décollages sur des aéroports, par exemple ici, un Sukhoi 34 qui est équipé de missiles Kh-29TD, on a également des Sukhoi 25, et des images d'ailleurs, parmi les rares images partagées, il y en a qui ne sont pas du tout à leur avantage. Ici, on voit les Sukhoi 25 qui, eux aussi, maintenant, commencent à faire des tirs en cloche, comme les hélicoptères. C'était une technique, on sait qu'elle est pas précise, on voit les hélicoptères à quel point il y a une grande dispersion. Et je vous renvoie vers la vidéo qui a été réalisée par mon ami Gilles, qui a fait une vidéo dédiée sur les Sukhoi 25 russes qui tirent en l'air, et donc avec très peu d'efficacité. On a également quelques pertes, par exemple le Sukhoi 25 russe qui a tapé cette ligne électrique du côté de Belgorod, et au total on a maintenant 35 avions de chasse russes qui ont été détruits, prouvés, documentés, avec des photos, des vidéos partagées, et 50 hélicoptères, donc ça commence quand même à causer. Du côté aéronautique du coup, vu que les Russes ne partagent plus grand chose, bien les principales images viennent de la part des Ukrainiens, comme cette vidéo d'un pilote qui est dans son Sukhoi 25, on voit que ça tire, on voit que ça se bat. On a également de très belles images, comme ce Sukhoi 24 et ce Sukhoi 27 qui volent en patrouille ensemble dans les plaines du sud, mais a priori, l'activité aéronautique russe a quand même amplement baissé par rapport à ce qu'on avait par le passé. A contrario, les Ukrainiens, ça augmente, même si évidemment les Russes, en nombre, restent toujours largement plus nombreux et largement dominants. On a aussi de belles images de la part des hélicoptères ukrainiens, ça tire des deux côtés. De ce côté-là, il n'y a pas réellement de nouveauté.
On a par contre vu on a découvert beaucoup de pertes ukrainiennes sur la période, notamment parce qu'il y avait la nécrologie des pilotes ukrainiens abattus qui a été publiée. Donc on est arrivé maintenant à 38 avions de chasse ukrainiens qui ont été détruits, dont 10 Sukhoi 24, 11 MiG-29 et 8 Sukhoi 25 avérés confirmés. Donc peut-être que certainement que le chiffre est plus élevé que celui-ci. Pour tout ce qui est bombardement, donc je vous ai dit que la défense aérienne ukrainienne a pu stopper l'aviation, mais par contre les Russes continuent à balancer autant de missiles que ce qu'ils peuvent. On sait qu'il n'y a quasiment plus de missiles de précision, ils ont tout envoyé dans le début de la guerre, et ils sont à court de munitions efficaces, guidées. Par exemple, du côté de Zaporizhzhia, il y en a 7 qui ont été tirés, et il y en a quand même 6 qui ont été interceptés par la défense aérienne ukrainienne. Donc on sait que c'est très efficace, que ça peut être très efficace. Le problème pour les Ukrainiens, c'est que tout le territoire n'est pas couvert, donc on a quand même des missiles qui passent. Et le problème, c'est que certains des missiles qui passent sont des missiles qui sont pas du tout précis. Par exemple, le KH-22, qui est un missile qui date des années 60, qui est un missile anti-navire. Et le caractéristique d'un missile anti-navire, c'est évidemment que normalement, il arrive sur une zone vide qui s'appelle la mer. Quand il allume son radar, il va détecter très facilement, par exemple, un porte-avions américain. Et ensuite, il va pouvoir se viser vers ce porte-avions américain. Le problème, c'est quand on utilise ce missile anti-navire qui date d'il y a 70 ans dans sa conception et qu'on l'utilise sur le sol, et bien là, il a une capacité de précision qui est très très faible. Moins de la moitié des missiles arrivent à moins de 600 mètres de leur objectif, donc on n'est pas censé s'en servir sur le sol. Et là, en l'occurrence, on le voit malheureusement, c'est un missile qui a 1 tonne d'explosifs à bord. C'est lui qui a été en cause dans le bombardement du supermarché de Kremenchuk. On a également des cas sur des immeubles d'habitation du côté au sud d'Odessa. Et ce qui est frappant, ce qu'on voit à chaque fois, encore une fois aujourd'hui le 14 juillet, c'est qu'on a le jour les supermarchés qui sont bombardés, la nuit ce sont les habitations. Donc on se pose vraiment la question, certes ça vise mal, certes ça tombe à côté des cibles qui sont parfois pertinentes, par exemple des usines, et qui ne sont pas touchées, on le voit avec les photos satellites. Mais viser de jour là où les gens vont être et de nuit là où les gens vont dormir, c'est une volonté de faire peur à la population, c'est une volonté de terroriser. Donc là, de ce côté-là, on attend de savoir que veulent les Russes, pourquoi est-ce qu'ils bombardent de cette manière-là. Il n'y a pas de logique, si ce n'est de vider la population pour faire partir un maximum de réfugiés. Encore une fois, moins il y aura d'habitants dans les zones qu'ils espèrent occuper, et plus ce sera facile à gérer, et moins ils auront de résistance par la suite. Un petit aparté avec ce missile Tochka-U. Vous vous souvenez qu'à l'époque, à la gare de Kramatorsk, c'était ce missile qui avait été tiré. Les Russes avaient prétendu qu'ils n'en utilisaient pas, malgré toutes les preuves, le fait qu'on sache qu'ils en aient tiré, le fait qu'ils aient revendiqué avoir visé cette gare. Donc on savait que c'était eux. Mais là, il y a l'unité néo-nazie Rusich, russe, qui a donc partagé encore une fois des tirs de Tochka-U. Ça a été effacé dans la demi-heure qui suivait, mais évidemment l'internet n'oublie rien, et donc c'est encore une fois révélateur du fait que les Russes n'ont plus de missiles de précision, et ça explique aussi pourquoi les Russes ne sont pas capables d'arrêter le flux de matériel occidental qui arrive vers le front. Tout ce qui arrive de la Pologne, etc., et des voisins, arrive directement. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à arrêter ce flux qui est très important, et qui continue à s'intensifier. Un petit deuxième aparté dans l'aparté, vous allez me demander qu'est-ce qui me fait dire que Rusich sont des nazis. Je vous laisse écouter la déclaration du chef de cette unité russe. Я прямо говорю, первое мое действие при приходе чеченцев. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Donc vous voyez, il n'y a aucun doute. Du côté russe, on a également une défense aérienne qui est nombreuse. Elle a d'ailleurs mis fin à la liberté d'action des TB2, notamment dans le Donbass, là où cette défense aérienne est la plus intense. On a également des vidéos qui affirment la destruction de drones, mais le total des pertes ukrainiennes prouvées est seulement de 25 drones depuis le début, dont 9 TB2. On sait qu'il y en a beaucoup plus, certainement qu'il y a plusieurs dizaines de TB2 qui ont été abattus, mais certainement pas les milliers tels que la propagande avait pu le dire à l'époque. Mais en tout cas, les Russes partagent parfois des tirs en disant c'est bon on l'a abattu, mais ils n'ont pas de preuves derrière. On sait également qu'il y a beaucoup d'interceptions de missiles Tochka-U ukrainiens, mais on a aussi des échecs étonnants. Par exemple, ce missile qui fait demi-tour vers son point de départ, là on est sur de la défense aérienne, un gros échec, et on a également l'interception qui s'est mal passée à Belgorod, où c'est le missile de la défense aérienne russe qui a fait des victimes civiles en retombant dans la ville. Donc le principal souci aujourd'hui de la défense aérienne russe, c'est son inefficacité qui est flagrante face aux missiles HIMARS, qui encore une fois vont être de plus en plus nombreux. Si on passe maintenant au matériel, donc l'Ukraine a perdu depuis le début au moins 1200 équipements,
prouvés, démontrés, il y en a certainement plus encore une fois, dont 200 tanks. Mais aujourd'hui, les promesses qui ont été réalisées en mars-avril commencent à se concrétiser et on voit l'accélération des livraisons en faveur des Ukrainiens, pas seulement le matériel qui avait été évoqué à l'époque, mais maintenant la Slovaquie va donner encore 12 MiG-29, la République tchèque des Mi-24 qui s'ajoutent aux Mi-17 qui ont été déjà livrés par les États-Unis, la Bulgarie a commencé à livrer des Sukhoi 25, les drones arrivent par dizaines chaque semaine, dont des TB2, ça permet d'avoir des compilations des destructions réalisées par les Switchblade. Du côté de l'artillerie, on a seulement jusqu'à maintenant une dizaine de M142 HIMARS sur la période, vous avez vu déjà l'effet stratégique très important qu'il y avait eu, et malgré ça, c'est pas suffisant, on va passer à plus de 24 HIMARS entre les M142 et les M270 qui sont fournis par les États-Unis, la Norvège, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et donc l'effet va être encore plus important, et surtout s'il y a des missiles avec une portée encore supérieure, jusqu'à 300 km ponctuellement. Encore une fois, on verra ce qu'ils préfèrent viser avec de tels missiles. Pour ce qui est du reste de l'artillerie, on dépasse désormais les 300 pièces qui ont été réellement fournies, livrées. On a évidemment les 18 César français qui sont toujours appréciés, et les Ukrainiens le disent, c'est leur meilleur système disponible. On a également plus de 120 M777 qui sont fournis par l'Australie, les États-Unis, l'Allemagne, etc. On a une quinzaine de M114 portugais, on a une quarantaine de M109 qui viennent de plusieurs autres pays. Du côté des tanks, la Pologne a quand même fourni pas loin de 300 chars T72 M1, donc c'est une version modernisée. Les Espagnols vont fournir des chars Léopard 2, donc ce sera intéressant pour la première fois de non pas voir des chars soviétiques contre d'autres chars soviétiques, même s'ils sont modernisés. Là, on aura vraiment des Léopards contre des chars russes. Les blindés, on a également les Grecs qui fournissent 122 BMP-1P, qui est la version des années 70. La France a fourni des blindés, des VAB, qui eux ont du coup fait toutes les guerres. Le Canada va fournir une quarantaine de LAV, qui veut dire Light Armored Vehicle, de la 6e génération. Les Anglais avec leur Mastiff, on a vraiment une variété très très importante. Il y a vraiment de quoi recréer totalement une armée occidentale. C'est du matériel qui, pour une bonne partie d'entre eux, est dépassé, donc c'est du matériel qu'on donne parce que finalement on s'en servait plus réellement, si ce n'est les Césars ou des matériels qui sont très efficaces. Et donc la principale question qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était est-ce que les stocks ukrainiens de matériel, de munitions soviétiques allaient tenir jusqu'à cette transition, et aujourd'hui on voit que la transition vers les munitions au standard OTAN, ça doit être une catastrophe au point de vue logistique, mais par contre, ça semble bien se passer, et on ne devrait pas avoir d'effondrement de la part des Ukrainiens lié au manque de munitions tel qu'on le craignait il y a encore quelques semaines. Donc, outre les centaines de milliers de munitions qui ont été fournies avec ces systèmes de précision à côté, il y a également des munitions spéciales, notamment la Excalibur, qui a pour intérêt de ne pas avoir besoin de désignateur GPS. Sa portée est de plus de 70 km, et d'ailleurs elle était tellement performante qu'elle avait remplacé les munitions guidées laser russes, les Krasnopol en Inde, qui avaient donc abandonné le matériel russe au profit de ces Excalibur. L'intérêt, c'est que n'importe quel système d'artillerie peut le tirer très loin, donc format OTAN, avec une très longue portée, sans avoir l'add-on qu'on a par exemple sur le César qui permet de viser très très bien, et par exemple le Bogdana ukrainien aurait cette capacité de tirer avec une grande précision à 70 km. On a également la formation des soldats qui s'accélère, avec beaucoup de soldats qui vont être formés notamment en Grande-Bretagne, mais c'est le cas un petit peu partout, avec la Corée, le Japon, avec des centaines de milliers d'équipements individuels, des systèmes de combat tactiques comme des équipements de vision nocturne, des radios cryptées, et l'aide vient de partout, y compris de pays un petit peu improbables, l'Albanie, la Colombie, Israël, donc beaucoup de pays quand même maintenant commencent à prendre position en faveur des Ukrainiens, même s'ils restaient plutôt neutres jusqu'à présent. Du côté russe, sur les pertes documentées, on est maintenant à 4700 véhicules, blindés, appareils de toutes catégories, dont 900 chars, et les renforts du coup se font plutôt en déshabillant les autres fronts, notamment les fronts face à l'OTAN, face à la Norvège, face à la Finlande. Donc on voit bien que cette peur que l'OTAN attaque, c'est bidon simplement parce que c'était une excuse pour aller en Ukraine. Ils ont même tellement pas peur de l'OTAN, ils savent qu'on va pas l'attaquer, qu'ils se permettent d'enlever le matériel moderne qu'ils ont à cet endroit-là pour le mettre en Ukraine, pour compenser leurs pertes. Et les pertes, ils les compensent aussi et surtout avec du matériel soviétique, pour retrouver en première ligne du matériel ultra vieux, et c'est pour ça qu'on a quand même une trentaine de chars T-62, T-64 russes qui ont été détruits par les Ukrainiens. Donc les Russes ont réellement envoyé leur matériel soviétique d'il y a 60 ans pour faire la guerre. Donc les Russes
font également appel à leurs alliés pour compenser leurs pertes. Donc on a déjà parlé des Tchétchènes qui maintenant officialisent qu'ils sont dans une guerre de religion et qui sont là pour défendre l'islam. La Russie récupère également des stocks en Biélorussie, elle a pris des chars en Ossétie du Sud, apparemment c'est l'Iran qui va fournir des drones, donc c'est tellement mauvais pour la Russie, c'est la deuxième armée du monde soi-disant, elle va devoir reposer sur les stocks de drones iraniens, et la Chine de son côté n'ose toujours pas soutenir la Russie, la Biélorussie elle ne fait rien, elle fait semblant qu'elle va attaquer du côté de l'Ukraine. Du coup, les Ukrainiens, ça leur impose de mettre des soldats. D'ailleurs, on voit qu'ils minent la frontière pour éviter une invasion. C'est vrai que le fait que la Biélorussie laisse peser ce doute, les Ukrainiens sont obligés de laisser une partie de leur armée à cet endroit-là, même si aujourd'hui, plus personne ne craint une invasion du côté biélorusse. Le côté humain, pour terminer, c'est des pertes qui sont catastrophiques dans les deux camps. C'est probablement la pire période pour l'Ukraine, qui ont probablement pour la première fois perdu plus d'hommes que les Russes dans ce saillant du Donbass, même si depuis le début de la guerre, les pertes russes restent certainement supérieures, mais ça commence un petit peu à s'égaliser. On est à 25 000 pertes russes, encore une fois ce sont des estimations, les Ukrainiens disent 35 000, mais ils sont toujours largement au-dessus. Les Ukrainiens, de leur côté, ils ont perdu au moins 22 000 hommes, donc 25 000 hommes côté russe, 22 000 hommes côté ukrainien. L'armée qui avance est celle qui a le plus de pertes, mais là on a eu une période sur laquelle ça a été très très dur pour l'armée ukrainienne. Si on observe les grandes tendances désormais, on se rend compte que, bon, je vous l'ai dit, on est passé de 20% du territoire occupé à 20,4% avec des pertes qui sont colossales. Donc finalement, les prises dans le Donbass sont pas importantes et en plus, elles sont en partie compensées par des pertes sur d'autres fronts pour les Russes. Donc a priori, les Russes, vu la situation de leur armée, vu tout ce qu'ils ont perdu, ils vont certainement devoir faire une pause dans leurs offensives dans le Donbass. Il manque d'hommes, il manque de matériel. On a vu également maintenant, ils vont commencer à manquer de munitions. Et ça ne peut qu'empirer avec la multiplication des HIMARS et assimilés. Donc, encore une fois, je ne pense pas que la Russie soit capable de prendre les villes suivantes dans le Donbass, et à la vitesse actuelle, ce ne serait pas avant la fin 2022, mais je pense réellement qu'ils vont devoir ralentir, voire totalement s'arrêter, et le Donbass ne sera pas pris cette année, ça semble vraiment très compliqué, à moins qu'il y ait encore une fois un front qui s'effondre côté ukrainien, ou alors qu'il y ait des renforts inattendus qui arrivent du côté russe, mais ça avance beaucoup trop lentement pour pouvoir espérer prendre les villes suivantes. Jusqu'à présent, la qualité supérieure de l'artillerie ukrainienne ne permettait pas encore de compenser le nombre de pièces qui était très largement supérieur du côté russe, mais a priori, on doit s'en approcher aujourd'hui. Et le plus probable, si on fait maintenant un point fin août, début septembre, le plus probable, c'est que les Russes, encore une fois, ne bougent plus dans le Donbass et que les Ukrainiens ont réussi à reprendre une partie du territoire du côté sud. Et également un retour de l'aviation ukrainienne qui est attendu avec un déploiement toujours plus nombreux de matériel occidental. Donc si la puissance de feu ukrainienne devient supérieure sur le long terme, à force d'avoir cette efficacité, on devrait quand même avoir une égalisation. Le grand avantage pour les Ukrainiens, c'est évidemment leur supériorité en nombre de soldats, et quand on a une supériorité, on peut se permettre de passer à l'offensive, on peut aussi se permettre de perdre plus d'hommes, puisque dans une offensive, on doit perdre plus d'hommes. Donc quand aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine perdent chacun 1000 hommes, finalement c'est plus grave pour la Russie que pour l'Ukraine, puisque leur stock, leur nombre de soldats est beaucoup plus faible du côté russe. Ils stagnent toujours entre 150 000 d'après les estimations, mais le remplacement est de plus en plus compliqué. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'Ukraine est prête à perdre encore 10 000, 20 000 soldats pour reprendre les parties du territoire qui ont été conquis, dans lesquelles la Russie s'est fortifiée, ou alors est-ce qu'on va s'orienter vers un conflit larvé tel qu'on l'avait entre 2014 et 2022 dans le Donbass. Donc ça, c'est vraiment une question de volonté. A priori, les Ukrainiens vont être dominants en nombre d'hommes et en matériel d'ici la fin de l'année. C'est une question de vouloir perdre autant d'hommes pour reprendre ces territoires. Un tout petit point politique avant de conclure, le Kazakhstan s'éloigne de Moscou, il propose de compenser les hydrocarbures que la Russie ne veut plus livrer. Ils veulent se retirer de l'accord monétaire, donc vu que le Kazakhstan a également le cosmodrome de Baïkonour, on verra si les Russes vont accepter cet éloignement. Je vous rappelle que le Kazakhstan abandonne l'écriture cyrillique en 2025, enfin ils ont fait beaucoup de choses déjà par le passé, pour dire très clairement qu'ils voulaient s'éloigner. Du côté de l'organisation de la famine, Lavrov avait déjà assumé le blocus sur l'export de grains, donc officiellement c'était la Russie qui bloquait les exportations de grains. J'ai eu beaucoup de commentaires dans la dernière vidéo qui me disaient mais non, c'est les Ukrainiens, non, c'est les Russes.
organise ce blocus. Et on a maintenant une propagandiste du Kremlin qui s'appelle Margarita Simonian qui a dit pendant le forum économique de Saint-Pétersbourg « La famine va commencer maintenant et ils lèveront les sanctions pour être amis avec nous parce qu'ils vont réaliser qu'il est impossible de ne pas être amis avec nous. » Le fait de faire peser une famine sur l'Afrique, sur plein de pays, c'est volontaire, c'est pour faire pression sur les pays occidentaux, pour faire lever les sanctions. Mais les sanctions n'empêchent pas l'exportation de grains. Le blé, les Russes vendent tout ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est encore une fois cette volonté d'organiser une famine. La famine qui va avoir lieu, elle va être dramatique, elle va faire des dizaines, des centaines de milliers de morts. Et ça, c'est sciemment organisé par la Russie qui empêche l'Ukraine d'exporter et qui choisit à qui elle va exporter son propre grain. On fera rien aujourd'hui sur les crimes, car ça a déréférencé la dernière vidéo, mais les crimes, ils continuent. On estime qu'il y a aujourd'hui entre 50 et 100 000 morts civiles, et ce n'est que le début, encore une fois, puisque ce qui arrive va être encore pire, les maladies, la famine, l'accès aux soins qui va disparaître. Pour avoir un petit référentiel, les opérations militaires américaines en Irak avaient fait à peu près 7000 morts civiles de source irakienne, ce qui était un désastre, et derrière l'occupation américaine de l'Irak avait fait des centaines de milliers de morts, on parle de 400 000 morts, 600 000 morts, 1 million dans certaines estimations. Donc les conséquences de la guerre, ce qui va arriver, va faire plus de morts chez les civils que la guerre elle-même. Malheureusement, c'est ainsi que va se conclure cette vidéo. On sait que ça va être dur, on sait que ça va durer longtemps, ne vous attendez pas à une fin de la guerre proche. Ça va vraiment s'empirer encore dans les mois qui viennent en termes de morts pour les civils. Par contre, au niveau militaire, retenez ça, on arrive à l'équilibre, on y est bientôt, et certainement qu'il va y avoir du coup des avancées ukrainiennes dans certaines zones, et une stagnation russe parce qu'ils ne peuvent plus avancer, n'ont plus les moyens, ils doivent faire une pause opérationnelle. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette vidéo, tous ceux de l'équipe de RE Cosmos, les jeunes de l'école de guerre économique, Antoine Boissy qui a beaucoup travaillé sur la partie aéronautique également, la communauté Discord dont je vous remets le lien qui fait beaucoup de travail, qui a même participé à l'écriture de ce script. Et donc je les remercie très profondément. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci aux sponsors et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.